La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard, le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité. C'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai. Identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité, sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire », et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale, voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible. Émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses. Retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagement, souvenirs, opinion des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations.
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font que t'épuiser, à dire oui par peur de manquer quelque chose. Mais le coût de ce ne rien manquer est de se perdre soi-même. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque avertissait que la vie s'échappe pendant que tu la remplis de ce dont tu n'as pas besoin. La simplicité n'est pas pauvreté, c'est force sélective. Tu choisis ce qui a du sens et tu laisses aller tout ce qui vole de l'énergie et de la clarté. Pratiquer la simplicité est un acte de rébellion intérieure. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de couper avec l'idée que ta valeur dépend de combien tu accumules ou combien d'expériences tu peux montrer. La vraie force se construit dans l'espace que tu laisses libre pour l'essentiel. Tu peux noter la différence lorsque tu nettoies ton environnement et que tu commences à mieux respirer, lorsque tu refuses une invitation inutile et que tu ressens un soulagement dans ton corps, lorsque tu décides de ne pas donner ton avis dans toutes les conversations et que tu remarques que ton esprit devient plus léger. La simplicité n'est pas sacrifice, c'est une stratégie de survie mentale. Ne confonds pas abondance avec plénitude. Ce qui remplit souvent étouffe. Ce qui est en trop stagne. Le véritable exercice stoïque consiste à te poser la question sans peur, cela ajoute-t-il ou cela occupe-t-il simplement de l'espace? Chaque objet, chaque pensée, chaque relation devrait passer ce filtre. Il n'y a pas de bien-être possible dans la saturation, seulement de la fatigue déguisée en activité. Choisis la simplicité, même si cela te dérange, même si tu penses que tu deviens invisible ou moins précieux en ayant moins. La force se remarque dans l'espace que tu défends, pas dans ce que tu accumules. Simplifier n'est pas abandonner, c'est récupérer le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Vivre simplement, c'est vivre fort. L'accumulation est une fuite silencieuse de pouvoir. La simplicité est le muscle de la clarté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens n'est pas prêts à l'admettre. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Il ne s'agit pas de coups de chance ni de vie sans obstacle, mais du travail quotidien et silencieux de ceux qui décident de ne pas se rendre face au poids du quotidien. Le piège le plus courant est d'attendre que le monde change d'abord, que les circonstances soient parfaites, que les désagréments et les peurs disparaissent. Mais la vérité est plus cruelle. Aucun environnement externe ne va fabriquer pour toi une existence pleine. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle, tout ce qui t'entoure finira par façonner ton caractère à sa guise. Et vivre ainsi coûte cher, car la dette intérieure grandit chaque fois que tu trahis ton authenticité, chaque fois que tu remets à plus tard le courage ou que tu permets au bruit des autres d'envahir ta paix mentale. Le bonheur exige de la discipline, pas de la fantaisie. Il exige de choisir l'inconfort quand c'est ce qu'il faut faire et de remercier même ce qui semble insignifiant. Les stoïciens le savaient. La vie concerne moins ce qui se passe à l'extérieur et plus la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de raccourcis, mais de 5 règles fondamentales. Ce sont des principes durs mais libérateurs que tu peux pratiquer n'importe où et à tout moment. Le bonheur s'entraîne. Il ne se hérite pas.
Si tu cherches une vie plus heureuse, tu devras cesser de négocier avec tes propres excuses. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Ici commence le véritable entraînement. 1. Vis selon ta vérité intérieure. Arrête de te mentir. La plupart de tes journées, tu les passes à agir pour les autres, en pilote automatique et avec la peur collée à la peau, répétant ce qu'on t'a appris à désirer et déguisant tes véritables opinions pour ne pas déranger. Crois-tu vraiment que tu seras heureux en te cachant de toi-même? La première règle est brutale, car elle exige que tu cesses de chercher l'approbation de gens que tu ne respectes même pas. Tu n'es pas libre si tout ce que tu fais est filtré par la peur de rester à l'écart, de décevoir, d'être critiqué. Les masques que tu portes te coûtent cher. Chaque fois que tu les choisis, tu pèses avec des morceaux de ton identité, hypothéquant ton bien-être en échange d'une acceptation vide. Si tu dois te trahir pour t'intégrer, le prix est ton bonheur. Il n'y a pas moyen de construire une vie authentique si tu ne commences pas par affronter l'inconfort d'être qui tu es vraiment, même si cela signifie déplaire, perdre des amitiés ou décevoir des attentes extérieures. Ce n'est pas un romantisme naïf. Il s'agit de la responsabilité de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions alignées avec ton propre jugement, même si elles sont impopulaires. L'excuse de « c'est comme ça » ne fait que perpétuer ton insatisfaction. Le véritable changement commence lorsque tu coupes à la racine l'habitude de te trahir dans les petites et grandes choses. Sois brutalement honnête. Combien de fois par jour agis-tu par peur et non par conviction? Combien de fois étouffes-tu tes opinions, tes goûts, tes limites, juste pour éviter un conflit ou un inconfort? Ne te trompe pas. L'harmonie que tu obtiens ainsi est fragile et superficielle. La seule paix réelle arrive quand tu n'as plus à te souvenir de quelle version de toi-même tu as montré à chaque personne. L'authenticité est une discipline, pas une pause. N'attends pas que tout le monde te célèbre. L'authenticité dérange ceux qui vivent de simulacres. Prépare-toi à perdre, car quelque chose se perd toujours quand on se choisit soi-même. Mais ce coût est non négociable si tu veux vraiment construire le bonheur de l'intérieur. Personne ne va te donner la permission d'être toi-même. C'est une décision inconfortable, parfois solitaire et toujours défiant. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la légèreté de savoir que la vie que tu construis t'appartient. Il n'existe pas de bonheur durable construit sur l'auto-tromperie. Si tu as peur de décevoir, déçois. Si tu as peur de rester seul, reste seul, mais ne continue pas à perpétuer la version petite et déformée de toi que les autres te demandent. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, tu entraînes le muscle de ton caractère, et chaque fois que tu te trahis, tu accumules une dette intérieure qui, tôt ou tard, génère des intérêts très élevés. Le bonheur n'est pas le résultat de plaire à tout le monde, mais de te respecter toi-même. Commence aujourd'hui. Identifie une seule chose dans laquelle tu te trahis et corrige-la, même si cela fait mal. L'inconfort passe, la satisfaction d'être fidèle à ta vérité demeure. C'est ça, vivre selon ta vérité intérieure, et tout le reste n'est qu'une survie déguisée. 2. Choisis d'avancer, pas d'être parfait. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, et avant même de te lever, la première vague d'autocritique est déjà en marche. Tu penses à la réunion que tu as évitée hier, à la nourriture peu saine que tu as choisie par fatigue, à ce message auquel tu n'as pas répondu. En quelques secondes, la pression de tout bien faire commence à comprimer ta poitrine. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, tu te sens en retard par rapport à un objectif invisible, la perfection que tu n'atteins jamais et que pourtant tu t'imposes comme si c'était une obligation fondamentale. Cette voix intérieure qui te rappelle chaque erreur, chaque faux pas, chaque petit oubli, ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'années à entraîner l'habitude de te comparer à des idéaux impossibles. Un mécanisme mental qui te fait sentir insuffisant chaque fois que tu n'atteins pas le standard que tu as inventé ou que quelqu'un d'autre t'a imposé. Le piège est simple. Plus tu t'obsèdes à ne jamais échouer, moins tu avances. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est un piège déguisé en ambition.
Il te fait croire que, si tu parviens à contrôler chaque détail, tu seras enfin digne de respect, d'amour, de repos. Mais en pratique, tu accumules seulement frustration et peur de te tromper. Tu te paralyses avant de commencer. Tu te punis lorsque tu n'atteins pas le niveau rêvé. Ainsi, chaque tentative d'avancer devient une source d'anxiété, car il manque toujours quelque chose, il y a toujours un défaut. Tu aurais toujours pu faire mieux. Quand tout ce que tu vois, c'est l'erreur, tu ne peux jamais célébrer le progrès. Ce filtre mental du tout ou rien déforme ta capacité à reconnaître ce que tu as effectivement accompli. Il est facile de se perdre dans l'auto-reproche, d'oublier que chaque pas, bien qu'imparfait, est un investissement réel dans ton développement. La peur de ne pas être à la hauteur te maintient immobile, reportant des décisions, attendant le moment idéal, le jour où tu te sentiras prêt. Mais ce jour parfait n'existe pas. Les opportunités n'attendent pas que tu te sentes sûr. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies tout corrigé. Si tu cherches la perfection avant de bouger, tu vas juste rester là où tu es, portant le lourd sac à dos de ce que tu n'as pas essayé. L'auto-exigence extrême te vole seulement de l'énergie que tu pourrais utiliser pour apprendre et t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour avancer, tu as juste besoin du courage de faire le premier pas sans garantie. Avancer est plus précieux que de tout faire parfaitement. C'est la règle qui libère. Si tu te donnes la permission d'échouer, la peur perd de son pouvoir. Chaque erreur cesse d'être une fracture dans ta valeur et devient une donnée, une leçon, un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une résignation médiocre, c'est de la maturité. Accepter que l'amélioration se construit à coups d'essais, d'ajustements et de répétitions. La véritable croissance se produit lorsque tu oses bouger même si le doute t'accompagne. Ne plus avoir peur de l'erreur, c'est gagner la liberté d'avancer. La perfection est paralysie, le progrès est pouvoir. Personne ne se souvient du chemin exact qu'il a pris pour s'améliorer, mais tout le monde se souvient de la sensation d'avoir essayé, de ne pas être resté immobile par peur de ne pas faire parfait. Ta vie va changer le jour où tu décideras de valoriser le mouvement plutôt que l'image impeccable. Ne te mesure pas par l'absence d'erreur, mais par l'honnêteté de tes avancées. Au final, le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la tranquille fierté de savoir que tu as choisi d'avancer. 3. Fais ce qui est juste même si cela dérange. Parfois, je me surprends à mesurer mes décisions avec une règle extérieure, sachant parfaitement que ce qui est juste ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable. Il y a un point exact où la conscience serre. Et malgré cela, la tentation d'éviter le conflit surgit, de rechercher l'accord facile, de se taire pour éviter cet inconfort immédiat. Mais la vérité est que chaque fois que j'ai cédé, que j'ai choisi le silence, au lieu de défendre une limite ou de soutenir une conviction, je l'ai regretté par la suite. Le coût est invisible au début, mais il s'accumule comme une dette intérieure. Chaque fois que tu choisis ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu souhaites être. Il ne s'agit pas seulement de grands dilemmes, c'est dans les détails quotidiens que ce muscle s'entraîne, dans la décision de ne pas participer à une conversation que tu sais être mauvaise, dans le refus de suivre une consigne juste parce que tout le monde le fait, dans le simple acte de dire non, même si cela génère de la tension. L'inconfort, en réalité, est un signe que quelque chose de précieux est en jeu. Si tu n'agis que lorsque tout est facile et que personne ne se dérange, ton caractère devient fragile, dépendant du climat extérieur, incapable de soutenir des décisions difficiles. Fais ce qui est juste même si cela fait mal. Le prix de ne pas le faire est ton intégrité. Le mécanisme est ainsi. L'esprit cherche des raccourcis pour éviter les frictions, rationalise le conformisme et le part de prudence ou de diplomatie, mais au fond, tu sais quand tu justifies une omission pour ne pas faire face à l'inconfort. Il est facile de déguiser l'évasion en intelligence émotionnelle, mais si tu l'analyses avec honnêteté, la différence entre bien agir et agir confortablement est nette. Le confort offre souvent des récompenses immédiates, approbation, tranquillité momentanée, moins de discussions.
Mais ce qui est juste, bien que cela fasse mal à court terme, construit une base solide pour ton estime de soi. Car chaque décision inconfortable que tu maintiens par principe te donne une référence interne de valeur. Le vrai bonheur n'est pas le résultat de collectionner des moments agréables, mais de pouvoir regarder en arrière et te sentir en paix avec les décisions que tu as prises, même quand personne ne regardait. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est préférer la vérité au soulagement. Cet entraînement nécessite une vigilance quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir un héros moral, ni de rechercher des conflits inutiles, mais de comprendre que la vie est pleine de petites bifurcations où tu peux choisir entre la cohérence et l'auto-tromperie. Accepter l'inconfort comme partie inévitable de faire ce qui est juste est une décision stratégique. Si tu ne poursuis que l'agrément, tu deviens otage du confort des autres. Si tu choisis ce qui est juste, tu gagnes en liberté intérieure. L'inconfort est temporaire, mais le respect de soi demeure. Et oui, il y aura des conséquences. Tu perdras des sympathies, peut-être des opportunités, tu seras obligé de maintenir ta position face aux critiques ou aux regards de désapprobation. Mais le prix à payer pour éviter l'inconfort est bien plus élevé à long terme, car il te vole la possibilité de t'admirer, de construire une vie pleine de sens. Il n'y a pas de raccourci. L'intégrité est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui ne te laisse pas vide. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion de céder juste pour t'épargner un mauvais moment, souviens-toi que le soulagement est passager, mais ta réputation intérieure reste avec toi. Fais ce qui est juste, même si cela dérange. C'est le seul moyen de construire un bonheur qui ne dépende pas de l'approbation extérieure, mais de la fierté tranquille de savoir que tu as agi selon tes valeurs. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. 4. Défends ta tranquillité mentale. Un esprit sans défense est comme un verre d'eau posé au bord d'une table fréquentée. Le moindre frôlement, la moindre vibration extérieure peut le renverser et répandre son contenu en une seconde. Il y a de petits gestes qui te trahissent. La mâchoire serrée quand quelqu'un t'interrompt avec une critique déguisée en conseil, les épaules tendues en lisant des messages que tu ne t'attendais pas à recevoir. Le pouls accéléré après une réunion où ton avis a été ignoré. Le corps enregistre avant l'esprit le moment exact où ta tranquillité commence à se fissurer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour que l'inquiétude s'infiltre par une minuscule fissure et s'installe dans ta journée. Il suffit d'un mot malveillant, du regard jugeant de quelqu'un que tu ne connais même pas, d'un imprévu qui perturbe l'ordre que tu avais prévu. Tout à coup, tu te retrouves à réagir à des impulsions extérieures, accordant de l'espace mental à des préoccupations qui ne te concernent même pas. Ainsi se perd la clarté. En ruminer des offenses, en anticipant des scénarios qui n'arrivent jamais, en transformant chaque interruption en source d'anxiété. Défendre ta tranquillité mentale n'est pas un acte passif, mais un travail actif et constant, tout comme fermer à clé une porte pour que personne ne passe sans invitation. Les personnes qui ne savent pas poser de limites deviennent une sorte de terrain libre. N'importe qui se sent en droit d'y déposer ses déchets émotionnels, de décharger ses frustrations, d'exiger des explications pour apaiser leur propre insécurité. Si tu ne sélectionnes pas consciemment ce que tu permets d'entrer dans ta tête, tu finis par te transformer en gardien des problèmes des autres, portant le poids des attentes, des colères et des demandes qui ne te concernent pas. Le prix est élevé. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental à l'agenda des autres, tu dilues ton énergie, tu perds le focus et tu t'habitues à vivre en mode réactif. Il y a une phrase emblématique ici. Ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange. Personne ne va te donner la paix que tu ne défends pas. Pour protéger cet état intérieur, tu dois apprendre à dire non, à laisser des conversations sans réponse, à te retirer de discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans des dynamiques toxiques. Le geste peut être aussi simple que de laisser le téléphone face cachée pendant un repas, ou aussi ferme que de refuser de résoudre le problème qu'un autre refuse d'affronter. La tranquillité mentale est un espace privé. Ne laisse pas n'importe qui entrer sans enlever ses chaussures.
La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans se plaindre, mais dans le choix de ce à quoi tu consacres ton attention. Être sélectif dans tes combats n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il y a des situations qui ne méritent que ton indifférence, des personnes qui ne méritent que ta distance, des pensées qui ne méritent que d'être observées et laissées passer. Celui qui défend sa paix n'est pas froid ni insensible. C'est quelqu'un qui a compris que le désordre mental est le prélude au malheur. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité sur l'impulsion de répondre, de clarifier, de gagner une discussion, tu entraînes la discipline de ne pas laisser la vie t'entraîner où que ce soit. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la clarté au milieu du chaos. Si tu apprends à identifier quand ton esprit se remplit de préoccupations extérieures, tu peux reprendre le contrôle de tes journées. Une seconde phrase emblématique. Celui qui prend soin de sa tranquillité prend soin de sa vie. Le bonheur ne se construit pas sur l'épuisement permanent, ni sur l'obsession de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Il se construit sur la capacité de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment, de choisir consciemment quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Défendre ta tranquillité mentale est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental si tu veux une vie propre et non seulement une existence empruntée. Chaque limite que tu établis est un rappel que ta paix a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est toi. 5. Remercie pour ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas un joli mantra, c'est ton obligation de base si tu ne veux pas vivre comme un esclave de l'insatisfaction. Je te le dis sans détour, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureux non plus lorsque tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un piège mental qui te maintient enfermé dans la pénurie, et c'est cette habitude misérable de toujours te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce filtre n'est pas innocent. C'est un mécanisme d'auto-sabotage qui te vole de l'énergie, te rend aveugle à tes propres progrès et te transforme en mendiant émotionnel, attendant des miettes de satisfaction future. La gratitude quotidienne est l'antidote contre cette mentalité de manque, mais il ne suffit pas de réciter des phrases vides ou de faire des listes superficielles. Il s'agit d'entraîner l'œil à trouver de la valeur dans le quotidien, même lorsque la vie ne ressemble en rien à ce que tu as rêvé. Vas-tu continuer à reporter ton bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait? Ou vas-tu accepter une bonne fois pour toutes que la perfection est une excuse pour ne pas t'engager dans ton présent? Le problème, c'est que tu as été conditionné à penser que le bonheur est un objectif lointain, une destination que tu atteins seulement après avoir coché toutes les cases imaginaires du succès, de la reconnaissance ou du confort. Mais cette logique est le chemin le plus rapide vers la frustration chronique. Si tu ne peux pas reconnaître ce que tu as déjà comme suffisant, au moins pour aujourd'hui, rien de ce que tu obtiendras demain ne te comblera. Ce qui te manque ne sera jamais aussi grand que ce que tu ignores en ne regardant pas bien. Arrête de romantiser l'idée que le fait d'être exigeant et de ne jamais être satisfait est un signe d'ambition. En réalité, c'est une forme sophistiquée d'immaturité émotionnelle. Si tu ne t'entraînes pas à la gratitude, ton esprit devient une machine à trouver des défauts, une usine à plaintes, un générateur constant d'insatisfaction. Le manque est une habitude, la gratitude aussi. Ne confonds pas gratitude avec conformisme. Personne ne te demande de renoncer à tes objectifs, ni de te résigner à une vie médiocre. Il s'agit d'une question d'équilibre. Celui qui ne sait pas apprécier le petit ne saura pas non plus profiter du grand. Si tu ne peux ressentir de la satisfaction que lorsque tout est sous contrôle et à ton goût, tu es vulnérable à chaque petite variation, à chaque contretemps, à chaque coup de réalité. Cette fragilité est la recette parfaite pour une vie pleine d'anxiété et de ressentiment. La gratitude est un muscle qui se renforce dans l'inconfort, dans les jours gris, dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est là que se mesure ta maturité émotionnelle.
Celui qui ne remercie pas pour ce qu'il a mérite de le perdre. Tu as deux options. Continuer à ruminer ce qui manque, accumulant envie, comparaison et déception, ou commencer à regarder avec honnêteté ce que tu as déjà accompli, ce qui fonctionne, ce qui reste malgré tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline mentale. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur le présent et de remercier pour ce qui est, tu affaiblis le mécanisme de la pénurie et renforces ta capacité à profiter. N'attends pas de ressentir de la gratitude de manière spontanée. Agis comme un athlète qui entraîne un muscle ignoré. Fais le même si tu n'en as pas envie, même si cela semble forcé, même si ton esprit résiste. Car c'est ainsi que tu cesses de vivre en mode pénurie et que tu commences à construire un bonheur réel qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Si tu n'es pas capable de remercier aujourd'hui, tu ne sauras pas non plus profiter de demain. Le bonheur n'arrive pas quand tout s'emboîte. Il arrive quand tu apprends à bien regarder. 6. Priorise ton bien-être émotionnel quotidien. Ton bien-être émotionnel n'est pas une récompense que tu gagnes lorsque tout va bien. C'est une responsabilité quotidienne que tu choisis presque toujours de remettre à plus tard. La plupart des gens passent leur vie à négocier leur humeur avec des circonstances externes, comme si la tranquillité et la joie étaient des récompenses pour avoir atteint des objectifs ou satisfait des attentes d'autrui. Tu ne te rends pas compte qu'en attendant que le monde s'ajuste pour te sentir bien, tu renonces au seul pouvoir réel que tu as. Prendre soin de ton état intérieur comme une priorité, pas comme un luxe. Le problème réside dans le conditionnement. Tu as grandi en pensant qu'il faut d'abord répondre à toutes les exigences externes avant de s'occuper de ce que tu ressens. Et ainsi s'installe l'idée que se sentir bien avec soi-même est de l'égoïsme ou de la paresse. Mais cette mentalité ne produit que de l'épuisement chronique et une vie vécue à moitié, où le soin de soi devient l'exception et non la règle. La vérité inconfortable est que personne ne va prioriser ton bien-être à ta place. Tes relations, ton travail, ton environnement social, chacun a son propre agenda et s'attend à ce que tu t'adaptes. Si tu ne mets pas en place des limites claires avec tes propres émotions et besoins, tu finis par vivre à la merci de la pression, de l'anxiété et de la culpabilité, comme si ta valeur dépendait d'être utile, productif ou toujours disponible pour les autres. Ce schéma devient automatique. Tu t'habitues à ignorer les signaux de fatigue, à justifier le malaise avec des phrases comme « c'est temporaire », à remettre à plus tard la pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ainsi, chaque jour, tu accumules une dette invisible qui génère des intérêts sous forme d'irritabilité, d'apathie et d'une fatigue qui s'installe dans tes os. Celui qui néglige son bien-être perd la force de soutenir sa vie. Le véritable conflit se situe dans l'esprit. Tu as appris à voir le soin de soi comme une indulgence et à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te prioriser plutôt que de résoudre les problèmes des autres. Mais cette culpabilité est un mécanisme appris, pas une loi naturelle. La racine de ce piège est la croyance que si tu te mets de côté, tu seras plus accepté, plus aimé, moins égoïste. La réalité est tout le contraire. Plus tu remets ton bien-être à plus tard, plus il devient difficile de te lever du lit, plus il devient compliqué de trouver un sens à ce que tu fais, plus il est facile de tomber dans des relations et des routines qui te drainent. Le bien-être émotionnel n'apparaît pas tout seul. Il se construit avec des habitudes aussi concrètes que l'exercice physique, mais beaucoup plus ignorées. Personne ne t'apprend à vraiment te reposer, à dire non sans culpabilité, à distinguer entre ta véritable fatigue et les exigences que tu t'imposes par peur de décevoir. Le mécanisme interne est pervers. Plus tu t'ignores, moins tu as d'énergie pour changer et plus tu te résignes au malaise comme s'il était ton état naturel. Tu cesses de reconnaître les signaux minimaux de surcharge, tu normalises l'insomnie, la mauvaise humeur, l'ennui chronique, et tu te convaincs que ça passera. Mais le temps ne guérit pas ce que tu ignores. Il ne fait que le rendre plus profond et plus difficile à démonter. Le bien-être est une discipline,
pas un accident. Prioriser ton état émotionnel n'est pas s'isoler ni devenir insensible. C'est établir une base réaliste sur laquelle tu peux soutenir des défis, des relations, des objectifs et des revers sans t'effondrer de l'intérieur. Commence à te demander avec honnêteté quelle partie de ta routine quotidienne est conçue pour te soutenir et non seulement pour répondre aux attentes. Analyse si les décisions que tu prends renforcent ton énergie ou la drainent, si le dialogue interne que tu entretiens avec toi-même est exigeant ou compatissant. Il est inconfortable de réaliser combien de fois par jour tu t'abandonnes pour répondre aux attentes des autres, mais c'est le point de départ. Tu ne peux changer que ce que tu reconnais. Construire un bien-être émotionnel n'est pas un objectif lointain, c'est un processus d'ajustement quotidien. D'apprendre à t'écouter, à faire une pause avant d'exploser, à demander de l'aide sans honte. Fais-en une priorité, même si cela dérange les autres, même si ton esprit te dit que c'est de l'égoïsme. Personne d'autre ne peut maintenir ton équilibre intérieur. Cette tâche t'appartient et personne ne viendra te sauver. Le bonheur n'est pas compatible avec l'abandon personnel. Ton bien-être est l'investissement quotidien le plus sérieux que tu puisses faire pour toi-même. 7. Ose grandir, ne fuis pas. Tu te trouves face à un problème inconfortable, l'un de ces problèmes que tu préférerais balayer sous le tapis. Un projet que tu ne sais pas comment aborder, une conversation en attente, que tu sais qu'elle sera tendue, une décision reportée parce que modifier ta routine semble trop. À cet instant, les mécanismes commencent. L'esprit, plus habile que tu ne le reconnais, te murmure que ce n'est pas le moment, que tu pourrais attendre d'avoir plus d'informations, que peut-être si tu ignores le sujet un peu plus, il disparaîtra. Ainsi, l'instinct de fuite se pare de prudence, d'optimisation, de « je le ferai demain ». Mais la vérité est que ce schéma se répète parce que tu as entraîné ton cerveau à éviter l'inconfort, à procrastiner l'effort et à choisir le soulagement immédiat plutôt que la véritable croissance. Ce n'est pas un hasard. Rien ne consomme plus d'énergie que de faire face à ce qui défie tes limites. La différence entre grandir et fuir réside dans une décision presque invisible, mais déterminante. Affronter ce qui te dérange, même si tu n'as aucune garantie de succès, ou renforcer l'habitude de fuir, sachant que cela te pèsera doublement par la suite. La croissance ne se sent jamais confortable, la fuite laisse toujours une facture. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu fuis, tu envoies à ton esprit le message que tu n'es pas capable de soutenir la tension, que le conflit te dépasse, que l'apprentissage peut attendre. L'évasion peut prendre de nombreuses formes. Procrastiner, chercher des distractions, rationaliser des excuses, même te forcer à être occupé par des tâches sans importance pour ne pas regarder de front ce qui exige un saut. Le résultat est le même. Ce sujet ne disparaît pas. Il se transforme simplement en une source constante d'anxiété de fond, une dette interne qui affaiblit ton caractère et mine ta confiance. Au contraire, lorsque tu choisis de rester, de regarder le problème en face et d'agir même si tu ressens de la peur ou de l'insécurité, tu commences à entraîner le muscle de la résilience. Le progrès n'arrive que lorsque tu acceptes l'inconfort comme une partie du processus, non comme un signe que quelque chose ne va pas. Grandir signifie tolérer l'inconfort d'apprendre, supporter la pression de ne pas savoir et avancer quand même lorsque l'esprit crie qu'il serait plus facile de reculer. En termes stratégiques, ce qui détériore le plus ta vie, ce ne sont pas les grands échecs, mais la somme de petites évasions quotidiennes. L'habitude de fuir te rend otage de tes propres limitations, car chaque décision reportée est de l'énergie dépensée à soutenir un mensonge interne. Celui que tu n'es pas prêt, que quelqu'un d'autre devrait le résoudre, que si tu attends suffisamment longtemps, le problème cessera de faire mal. Mais la réalité est que la croissance nécessite présence, pas perfection. Tu n'as pas besoin de sécurité totale pour avancer, juste de la volonté d'affronter ce que tu ne maîtrises pas.
Le développement personnel est une série de micro-décisions inconfortables. Si tu normalises la fuite, tu normalises la stagnation et à la fin, tu t'habitues à une vie plus petite que celle que tu pourrais construire. Il serait naïf de penser que la peur va disparaître. La clé est de choisir l'action malgré la peur, non pas parce qu'elle n'existe pas. La véritable croissance se mesure par le nombre de fois où tu choisis de t'exposer à l'incertain, à le difficile, à ce qui n'est pas garanti. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'évasion, tu renforces une identité de force et de capacité. Ne te trompe pas, le confort est addictif, mais ce n'est jamais le chemin vers la fierté personnelle. Au final, le bonheur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la sensation d'avoir osé grandir là où auparavant tu savais seulement fuir. Ose grandir, ne fuis pas. C'est la différence entre une vie élargie et une existence à moitié vécue. 8. Trouver de la valeur dans le quotidien. Je confesse que j'ai du mal à voir de la valeur dans le quotidien. Il y a des jours où je traverse la routine comme quelqu'un qui traverse une rue sans regarder des deux côtés. Café tiède servi dans un gobelet en plastique. L'écran de l'ordinateur illuminant le visage avant que les yeux aient fini de se réveiller. Le salut mécanique dans l'ascenseur. Les mêmes pas vers le bureau. Les mêmes messages qui sont presque automatiquement répondus. Je ressens le poids de la répétition et parfois l'esprit se rebelle. Est-ce tout? Cela a-t-il un sens? Et je réalise comment le désenchantement commence toujours dans le petit, quand je cesse de regarder, quand je traite la vie comme une liste de tâches à rayer pour avancer et non comme une séquence de moments qui méritent mon attention pleine. Il est inconfortable d'accepter que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'habitude de regarder au-dessus des choses, comme si le quotidien était condamné à être invisible. Le véritable piège réside dans la cécité sélective. Nous entraînons notre regard à rechercher la grandeur, et ce faisant, nous devenons incapables de remarquer la valeur de ce que nous avons, de ce qui se passe pendant que nous poursuivons quelque chose de plus. Il suffit d'observer comment vous tenez la fourchette pendant le repas, la façon dont vous tournez la clé en fermant la porte, la pression avec laquelle vous appuyez vos doigts sur la table lorsque vous pensez. Détails minimes, gestes qui se répètent et qui pourtant sont la base de votre quotidien. Je les ignore, nous les ignorons, jusqu'à ce que la routine devienne opaque et que le sens semble toujours être dans un futur lointain, dans un objectif qui promet satisfaction. Mais la vérité est que la vie ne se vit pas dans de grands jalons. Elle se vit dans la texture du petit, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à un appel inconfortable, le son de l'eau tombant sur les mains lorsque vous vous lavez le visage après une longue nuit, l'odeur de terre mouillée entrant par la fenêtre après une pluie inattendue. Trouver de la valeur dans le quotidien n'est pas du romantisme bon marché. C'est un acte de rébellion contre l'anesthésie émotionnelle. C'est choisir, par discipline, de ne pas passer à côté de ce qui soutient la structure de vos jours. Le problème apparaît lorsque vous exigez que tout soit spécial pour vous sentir vivant. Cet état d'esprit vous enchaîne à la déception perpétuelle, car aucun accomplissement, aucune expérience extraordinaire ne peut compenser l'incapacité à apprécier ce qui est commun. Si vous ne permettez que le bonheur d'entrer dans des événements exceptionnels, le reste de votre vie est relégué à une longue salle d'attente. Mais la maturité réside dans l'apprentissage à voir la richesse là où personne d'autre ne regarde, à ressentir une gratitude réelle en pliant le linge propre, en écoutant le murmure de la ville au petit matin, en partageant un silence avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Le quotidien est aussi la vie. Si vous ne découvrez pas comment être présent dans la simplicité, peu importe ce que vous accomplissez, il vous manquera toujours quelque chose, vous serez toujours insatisfait. C'est un entraînement mental. Chaque fois que vous choisissez de bien regarder, que vous vous arrêtez pour savourer un repas même simple, que vous appréciez une conversation authentique, même si elle ne dure que 5 minutes, vous investissez dans un bonheur qui ne dépend pas du spectaculaire, mais de la qualité de votre regard.
La valeur ne réside pas dans l'ampleur des événements, mais dans la profondeur avec laquelle vous les vivez. Là où il y a de l'attention, le sens apparaît. Cela semble inconfortable au début, car l'esprit veut de la distraction, veut de nouveaux stimuli, veut sauter d'un désir à l'autre. Mais si vous êtes capable de maintenir votre regard sur l'ordinaire, vous commencez à découvrir que la satisfaction n'est pas un objectif, mais une façon d'être. Le quotidien n'est pas une condamnation, c'est le véritable décor où se joue votre vie. Apprenez à trouver de la valeur dans ce que vous répétez tous les jours, car c'est seulement ainsi que le présent cesse d'être une formalité et devient votre véritable richesse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.